Ils vont faire une étude dans d'autres villes qui, eux autres aussi, ont eu des constructions similaires et ils vont se rendre compte que ces municipalités-là n'ont pas payé un sou pour le pont. Là, j'y vais de mémoire. Il me semble que c'est Sorel-Tracy, Rimouski, Chicoutimi, Trois-Rivières et Longueuil, je pense. Mais je peux me tromper, ça fait un petit bout, j'ai lu le document. De l'autre côté, le ministère et la ville, eux autres, ils considèrent que c'est le pont qui va coûter le moins cher, donc c'est un point de vue économique, et c'est la route qui va se faire le mieux en termes d'expropriation et d'agrandissement. Et la ville ajoute, vous vous souvenez la fusion là, de Grande-Terre en 1961 avec le parc industriel? Ben, à l'époque, la rue Saint-Georges était conçue pour aller jusqu'au boulevard Lemire. Donc, ça donnait un accès direct au nouveau parc industriel qui était en train de s'implanter. À mon avis, c'est pour ça que la rue Saint-Georges est aussi large que ça. C'est qu'on avait l'idée d'en faire un boulevard important de Drummondville à l'époque. Donc, les constructions commencent sur la rue Saint-Georges. La Ligue des propriétaires est obligée un peu d'accepter le fait que ça va être sur la rue Saint-Georges, mais ils ne démarrent pas sur le fait que la ville ne doit pas participer financièrement à la construction du pont. La ville engendre le règlement 962. Et je fais une petite parenthèse pour comment ça fonctionne le règlement de la ville. La ville fait un règlement. Les citoyens qui ne sont pas d'accord avec ce règlement-là peuvent aller signer un registre. Si suffisamment de signatures sont sur le registre, le règlement passe en fait référendum. Donc, ma question est la suivante. Reconnaissez-vous votre signature sur le registre? Suffisamment de signatures vont être prises sur le registre, ce qui fait en sorte qu'il va passer en référendum. La ville va faire « OK, c'est beau, c'est correct, on comprend que vous ne voulez pas qu'on participe, on participe financièrement à la construction du pont. On va faire un autre règlement pour annuler le règlement. » Je sais, c'est très administratif, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, la Ligue des propriétaires est satisfaite, donc la ville ne va pas participer financièrement au pont, mais elle lance quand même un petit « je te watch ». Dans sa lettre, elle dit « bravo, merci, nanana ». Et elle dit « s'opposeront énergiquement à ce que la cité revienne sur sa position qu'elle a déjà prise. » Donc, je te watch, mais je suis satisfait. Devinez qui n'est plus satisfait maintenant du nouvel accord? Le ministère des Transports, et il fait savoir en arrêtant les travaux sur la rue Saint-Georges. Là, ça dépend quelle lunette vous mettez, d'accord? Du côté du ministère, c'est la ville qui prend difficulté à prendre position et elle s'était engagée par résolution du Conseil à financer 700 000 $ et le ministère avait budgétisé en conséquence. De l'autre côté, la Ligue des propriétaires a dit, elle, c'est une tactique d'intimidation du ministère pour faire céder la ville. Ce qui nous amène à la fameuse rencontre du 7 mai 1973, dans laquelle la ville et le ministre Bernard Pinard, qui est ici, vont s'asseoir pour négocier qu'est-ce qui se passe avec le dossier. Et là, je fais une petite parenthèse au niveau éditorialiste, vous m'excuserez, mais il y a un moment donné, le dossier du pont est tombé mort. Même la ville a fait comme « Hey, il en est rendu mon dossier ». Ils ont fait des résolutions pour interpeller le gouvernement et dire « Hey, il a rendu le dossier ». Mon hypothèse, c'est que M. Pinard était député de Drummond libéral au début des années 60. Ensuite, c'est l'Union nationale qui est devenue gouvernement. Il a perdu son siège. C'est drôle, ça concorde presque parfaitement. Ensuite, il revient ministre quand les libéraux reviennent, et là, le dossier du pont s'enclenche à nouveau. Bonne hypothèse, donc ça aide beaucoup d'avoir un député de Drummondvillois au gouvernement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette rencontre? On apprend deux choses, en fait trois. La première, c'est que le ministère dit « Écoute mon grand, ou ma grande, on parle d'une ville, les travaux sont arrêtés, l'entrepreneur qui s'occupe des travaux vient nous faire une réclamation, tu t'en viens dans le dossier avec nous autres. » De l'autre côté, le maire dit « Ouais, mais c'est parce que là, la situation économique de la ville n'est plus ce qu'elle était dans les années 50-60. On veut éviter de surtaxer les citoyens. Est-ce que c'est possible de revoir la contribution financière de la ville? » Et on apprend aussi que la Ligue des propriétaires, officieusement, était prête à accepter un offre de 350 000 $, un emprunt de 350 000 $ pour le pont de la Traverse. Avec ça, il n'y a pas un engagement clair dans le procès verbal à la fin. Par contre, 3 jours plus tard, le ministère envoie une lettre à la ville et on peut lire le passage suivant.
à la suite des propositions et des discussions qui ont été menées faites par la part et d'autre lors de notre rencontre de lundi dernier, donc le 7 mai, mon ministère se déclare prêt à accepter l'offre de participation financière de la Ville de Drummondville au montant de 400 000 comptant. Ce qui veut dire qu'il faut faire un autre règlement d'emprunt pour emprunter l'argent nécessaire. Et on arrive avec le second règlement d'emprunt, celui-là de 400 000 plus les frais financiers. Je vous rappelle que la Ligue des propriétaires a dit 350 000 max. Donc, rebelote, les signatures sur le registre, le règlement passe en référendum. Et cette fois-ci, la Ville dit ça passe ou ça casse. On arrive au référendum municipal en plein été, des vacances. J'imagine que c'est peut-être pas le bon moment pour faire un référendum, mais bon, hein, on fait ça pendant les vacances. Le oui va l'emporter à 86 voix. Donc, ça montre à quel point la population était divisée sur le sujet. Donc, tu sais, j'ai beau mettre de la Ligue des propriétaires en avant-plan, mais il doit y avoir des citoyens aussi qui étaient contre la participation financière de la Ville. Là, ça donne moins de 3 000 votes, donc une population de 30 000 à l'époque, ce qui fait 10 %. Il faudrait que je vérifie. Il me semble qu'à cette époque-là, si des gens dans la salle sont au courant, ça m'aiderait. Il me semble que c'est juste les propriétaires qui pouvaient voter sur des référendums municipaux à l'époque. OK, on dit oui? OK, parfait. C'est pour ça que ça explique les chiffres un petit peu bas. Donc, le référendum passe, la Ville va s'entendre avec le gouvernement pour dire « OK, je fais juste 4 versements de 100 000 et voilà, final bâton. » Deux choses sur l'aménagement de la rue Saint-Georges. Tu sais, je ne sais pas si vous avez remarqué, la rue Lindsay, elle curve un peu vers Newton. Ben, c'est durant ces travaux-là, en 1973, qu'on a fait en sorte que ça curve, parce qu'avant, la rue Lindsay donnait sur rien. En fait, pas rien. Elle donnait sur la maison Michel Marcechaud, la maison patrimoniale. Autre chose, on prévoyait détruire cette maison-là pendant les travaux, et je serais vraiment curieux de voir qui est intervenu pour protéger le bâtiment patrimonial. Je pense que ça va faire partie de mes prochaines recherches, voir qui, pourquoi, comment ça, qu'est-ce qui s'est passé. Pour faire le lien avec le troisième lien, je suis maintenant dans la conclusion, by the way. Pour faire le troisième lien, ce qui est différent, c'est qu'à l'époque, tout le monde est d'accord pour un nouveau pont. Tout le monde est d'accord. J'ai pas vu dans les archives des gens qui font « Non, 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 on n'en veut pas. » Non, tout le monde est d'accord là-dessus. Par contre, ce qui est sensiblement pareil, je pense qu'à Québec, ça devient une saga. C'est-tu un tunnel, c'est-tu un pont vers le centre-ville, vers Sainte-Foy? Donc, il y a ce jeu de ping-pong-là, savoir où on va trouver le fameux troisième lien. Et ce que aussi, je pense qu'il va de soi, c'est la participation ville-gouvernement. À quel niveau va s'établir la participation de la ville par rapport au gouvernement? Donc, je finirai avec la citation de mes professeurs qui me disent souvent que l'histoire ne se répète pas, mais bégaye souvent. Le pont est fini de construire dans les années 73. On trouve cette résolution-là du Conseil en 1974. Il est proposé par le conseiller Roger Prince, appuyé par le conseiller Jean-Paul Généreux, que demande soit faite aux autorités compétentes du ministère d'accélérer le parachèvement des travaux d'éclairage sur la rue Saint-Georges et d'installer des feux de signalisation sur cette artère. Si on lit entre les lignes, ça veut dire « Hey, grouille-toi, on s'impatiente, qu'est-ce qui se passe? » Qu'est-ce qui poursuit le pont de la Traverse si on va vers Saint-Charles? C'est la route 122, boulevard de l'Université. En 2016, la ville a agrandi, a élargi la route. Et en 2016, les lumières sur le boulevard Drummond, sur la route 122, sont installées et Drummondville s'impatiente. Comme quoi, il semble avoir une tradition au ministère des Transports. Sur ce, je passerai maintenant à la période des questions, commentaires ou insultes, si vous voulez. Donc, juste levez la main, posez votre question assez fort pour que je puisse l'entendre. Est-ce qu'il y a des questions sur le pont de la Traverse? Pas de questions sur le pont de la Traverse. Bon. En fait, je ne sais pas. J'ai beau fouiller dans les archives de la ville, je ne vois rien qui explique pourquoi on l'appelle le pont de la Traverse. Par contre, je sais qu'il a été nommé de la sorte en 1978. Ce que j'ai entendu dire, il faudrait que ça se vérifie, mais semble-t-il, mais ça je suis vraiment pas sûr de ce que je vous dis, semble-t-il qu'il y aurait à l'époque une traverse en bateau à cet endroit-là, et c'est pour ça qu'on donne le nom du pont de la Traverse. Par contre, dans mes recherches, j'ai pas vu ce genre d'informations-là, mais
Peut-être que c'est vrai aussi, j'aimerais que quelqu'un m'arrive avec une source, puis je serais content. Par contre, ce que je peux ajouter à votre question, il y a déjà eu d'autres noms qui ont été proposés pour le pont de la Traverse. Deux qui me viennent en tête, c'est le pont du Centre. Il y a une madame qui a écrit en 1975, je pense, parce qu'on l'appelait toujours le nouveau pont, le nouveau pont, le nouveau pont. Il n'y a pas de nom encore avant 78. Et il y a une madame qui a écrit à la ville en disant pourquoi on ne l'appelle pas le pont du Centre? Elle n'explique pas pourquoi, mais c'est le pont du Centre. Il y a aussi M. Combe, Germain Combe, c'est ça? C'est Germain, merci de m'avoir. Lui, il a écrit à la ville, puis il faisait un peu un plaidoirie sur le fait que Jacques Adhémar, c'est un personnage de Drummondville qui est un peu passé à l'oubli dans l'histoire de Drummondville, et il proposait que le pont de la Traverse s'appelle le pont Jacques Adhémar en souvenir de ce francophone qui était le bras droit de Hériot au moment de fonder Drummondville. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, au fond là-bas. Dans tes recherches, est-ce que tu as fait un lien entre la création de la 20 et les retards qu'il y avait eu sur la construction du pont? Non, j'ai pas vu de choses semblables à ça. Les seuls trucs que j'ai vus en fonction des réparations, et je pense que c'est au moment où le pont était presque fini, le pont de la Traverse était presque fini, il y a quelqu'un qui s'est planté sur le vieux pont, qui a demandé encore des réparations. Ils ont fermé le vieux pont en catastrophe. Ils ont ouvert le nouveau pont et le ministère a dit c'est ton problème. S'il arrive de quoi, c'est ton problème. Donc, mais pour la 20, j'ai pas vu de correspondance avec le ministère. D'ailleurs, à moins qu'on me corrige, encore jusqu'à maintenant, j'ai pas vu qu'on a inauguré officiellement le pont de la Traverse. Donc, il arrive à 50 ans, peut-être qu'on s'excuse. On est vraiment désolé.